Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. On va donc nettoyer au propre comme au figuré la cité des 4000. Le terme nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose. Désolé d'avoir parlé avec vous, vous me parlez mal, je ne vais pas parler. C'est une honte. Avec un taux de chômage des étrangers non communautaires qui a atteint 24% en 2009. Je ne reprendrai pas la célèbre phrase de Michel Rocard, dans laquelle je me retrouve, la France ne peut accueillir toute la misère du monde. La France de la haine, du racisme d'État au groupe d'extrême droite. Pour bien comprendre cette petite radiographie de la France de la haine, nous allons diviser ce documentaire en deux grandes parties. Nous analyserons d'abord la politique sécuritaire, raciste et xénophobe menée depuis 2007 par le gouvernement Sarkozy et ses conséquences. Nous dresserons ensuite un panorama des groupuscules et partis situés à droite de la droite pour connaître leurs discours, changements, modes de fonctionnement et capacités réelles. Le racisme d'État. L'Académie française définit le terme racisme comme une attitude d'hostilité pouvant aller jusqu'à la violence et de mépris envers des individus appartenant à une race, à une ethnie différente, généralement ressentie comme inférieure. Il en faut toujours un, mais dès qu'il y en a un, ça va, c'est quand il y en a beaucoup que les problèmes. Allez, bon courage. Il ne faut pas être linguiste pour se rendre compte que, depuis l'arrivée de Sarkozy au pouvoir, il y a eu une recrudescence notable du racisme et de la xénophobie. Les deux axes principaux de la politique sarkozyste ont été la sécurité et l'immigration. Le fameux discours de Grenoble, le 30 juillet 2010, a officialisé un nouveau tour de vis sécuritaire et raciste en initiant le début des démantèlements des camps de Rome, la stigmatisation de cette communauté devenant un leitmotiv du sarkozysme. Nous subissons les conséquences de 50 années d'immigration insuffisamment régulée. La circulaire de la honte, adressée le 5 août 2010 au préfet et signée par le cabinet de Brice Hortefeux, ex-ministre de l'Intérieur condamné en 2009 pour injure à caractère racial, demandait explicitement le démantèlement des campements illégaux de Rome, avec cette précision à 4 reprises, en particulier ceux des Roms. En 2010, l'État a renforcé l'arsenal répressif pour faire comprendre aux étrangers qu'ils ne sont plus les bienvenus en France, avec des mesures telles que l'allongement de la durée de rétention, la protection juridique affaiblie pour les migrants, le retrait de la nationalité aux criminels, la réévaluation des droits et prestations des sans-papiers. Ces dernières années, nous constatons une augmentation des discriminations raciales concernant particulièrement les musulmans, les gens du voyage et les Roms. Que le quartier soit calme ou pas, on s'en branle. Nous, à la limite, plus ça merde, plus on est content. En ce qui concerne l'islam, les politiques ont trouvé un fonds de commerce dans l'utilisation de la notion de laïcité pour justifier leurs propos stigmatisants. Débat sur l'identité nationale et la laïcité, loi sur le voile intégral. En plus des mesures discriminatoires en matière de sécurité et d'immigration, les responsables politiques ont tenu des propos sur des questions d'immigration et d'intégration qui, d'après le Conseil de l'Europe, encouragent l'expression du racisme et particulièrement de la xénophobie. Actuellement, ça on tombe immédiatement dans le compassionnel. On peut parfaitement repousser des bateaux dans les eaux internationales, humainement, monsieur Apathy. Ce
Ce racisme d'État contribue à banaliser les discriminations quotidiennes que subissent les Français d'origine étrangère et à institutionnaliser et à rendre acceptables les propos haineux à l'encontre d'une race ou culture différente. La chasse aux voix frontistes, la droitisation du discours, la stigmatisation des immigrés ont eu des conséquences dans l'imaginaire national. Les petites phrases des politiques s'accompagnent d'un sentiment raciste des Français beaucoup plus assumé que par le passé. L'immigré est le bouc émissaire du pouvoir et du peuple. Les dérapages qui montrent la lepénisation de l'UMP sont fort nombreux, comme ceux de Chantal Brunel qui proposait dans les couloirs de l'Assemblée de remettre les immigrés dans des bateaux, ou les blagues racistes de Brice Hortefeux. De la lepénisation de l'UMP à la dédiabolisation du FN. Pour parler des groupes à droite de la droite, il faut commencer par le FN qui, depuis sa prise en main par Marine Le Pen, essaie de moderniser son image pour toucher plus de gens et s'éloigner de l'image raciste et fasciste qui collait à son père. Certains politologues catégorisent les partis tels que le FN ou le Vlaams Belang flamand comme des populismes ultralibéraux et xénophobes qui essaient tant bien que mal de rompre avec le fascisme. Dans ce sens, il faut dire que les efforts de communication de Marine Le Pen n'ont pas suffi à cacher la réalité du FN, qui compte parmi ses adhérents un bon nombre de néo-nazis reconnus, comme le conseiller régional en Rhône-Alpes Alexandre Gabriac ou Jean-Baptiste Cordier, candidat FN dans l'Aube. C'est cette photo qui a déclenché l'indignation des conseillers régionaux à droite de l'image, Alexandre Gabriac, en plein salut nazi. À l'Assemblée ce matin, en cravaté et dans son habit. Mais comment cette idéologie manifestement située aux antipodes des intérêts économiques et sociaux des classes populaires parvient-elle à les abuser ? D'abord, parce qu'elle offre à tous ceux que la mondialisation libérale fragilise, dans leur statut, une alternative aux partis de droite ainsi qu'à une gauche social-démocrate presque totalement ralliée au projet libéral, devenu de fait social, libéral et dont la pratique du pouvoir a généré des insatisfactions, voire un franc sentiment de rejet parmi ceux dont elle portait les espérances. Ensuite, parce que, à ces perdants de la mondialisation, l'extrême droite fournit une explication simplificatrice mais en apparence cohérente de la crise, l'immigration. Pour l'extrême droite, l'ennemi ce n'est pas la mondialisation libérale, c'est la mondialisation tout court. Juifs, musulmans, hétérosexuels, homosexuels, non-croyants, on est d'abord français. Et tant pis si cela fait tousser une partie de son électorat. Ce tournant social du FN, annoncé à l'automne 1995, prétend s'appuyer sur la réhabilitation du rôle de régulateur social et économique de l'État en tant que rempart contre la mondialisation. Personne n'est évidemment dupe. Dans l'optique frontiste, il ne s'agit pas de privilégier les politiques redistributives et l'impulsion étatique dans l'économie, mais de faire croire que l'État protège les faibles en leur promettant, s'ils sont des Français de pure souche, le bénéfice exclusif de ce qui restera des prestations et des droits sociaux, emploi, logement, formation. L'État frontiste est un État gendarme, plaçant au cœur de son discours la question sécuritaire et la lutte contre le laxisme moral. Mais cette stratégie de dédiabolisation du FN se traduit-elle par des résultats électoraux significatifs ? Pas forcément. Malgré les efforts de Marine Le Pen pour faire le buzz et donner au FN l'image d'un parti comme les autres, lors des élections cantonales, des candidats FN étaient présents dans 400 cantons. Le FN a recueilli 15% au premier tour, au second 11,7% et n'a eu que 2 élus. Comme l'abstention n'a presque pas bougé, 55%, le poids du FN a plutôt diminué. Le Front National a réalisé ses meilleurs scores dans ses bastions historiques des Alpes-Maritimes, 43,57%, du Vaucluse, 43,12% et du Var, 41,26%. Dans 2 des cantons renouvelables de Saint-Étienne, les candidats du FN ont récolté 34% des voix, mais ils n'ont pas obtenu de conseillers régionaux. Pour faire peuple, le FN essaie depuis longtemps de pénétrer le monde syndical. Dans les années 90, il avait créé ses propres sections syndicales dans certaines entreprises, RATP, La Poste, ou corps de métier, police, éducation. Mais ces tentatives furent toutes invalidées par la justice française. Les récentes affaires de syndicalistes, CGT et Sud,
présents au cantonal sous la bannière frontiste ont entraîné leur limogeage pur et simple de ces syndicats. Pour faire face, le FN a créé le Cercle national de défense des travailleurs syndiqués pour essayer de diffuser ses idées parmi les travailleurs. Le 1er mai 2011 dernier, Marine Le Pen a essayé d'officialiser cette modernisation du parti en cachant les crânes rasés et en mettant en avance les poussettes et les familles. Mais ce qu'elle ne comprend pas est que leur message raciste et trompeur ne pourra jamais s'installer durablement dans les classes populaires. Des identitaires aux néo-nazis assumés. Le premier groupe traité ici sera la nébuleuse identitaire, bloc identitaire et jeunesse identitaire. Le mouvement identitaire est né lors d'une réunion à Salon de Provence les 29 et 30 août 2002. Se retrouvent une quinzaine de militants, des anciens d'Unité radicale, mouvement dissous après l'attentat raté de juillet 2002 contre Jacques Chirac, du MNR, mouvement national républicain, et du FN. Parmi eux, figurent Fabrice Robert ou Philippe Vardon, et des militants extérieurs de passage comme d'anciens guidards. Deux choses ressortent de cette rencontre. Les jeunesses identitaires, JI, confiées à Philippe Vardon et officiellement lancées le 19 septembre 2002, et une association n'ayant pas vocation organisationnelle, les identitaires. Pour l'essentiel, le bloc se résume à ces groupes basés à Nice, Paris et Lyon. La multiplication des blogs JI donne l'impression que l'organisation est présente partout. En fait, on peut limiter la présence réelle des JI à Nice, la région parisienne, la Lorraine, la région lyonnaise, le Dauphiné, la Franche-Comté, le Nord et le Languedoc. Les identitaires, comme leur nom l'indique, s'inscrivent dans une perspective de défense de l'identité, en l'occurrence européenne. Ont-ils pour autant une doctrine cohérente et facilement définissable ? La réponse est sans ambiguïté négative. L'unique certitude est la rupture du bloc avec le nationalisme révolutionnaire historique. Il n'en a gardé que l'attachement à cette fameuse dimension européenne. Pour le reste, le phénomène identitaire s'alimente d'une conception raciale de l'identité européenne entendue comme identité blanche, dans la vieille lignée du Völkisch de la révolution conservatrice allemande, la dimension religieuse en moins puisque les différentes structures se déclarent aconfessionnelles. Finalement, l'incantation identitaire permet de masquer l'absence de propositions dans le domaine politique, économique ou social, tout étant résumé dans le slogan « Les nôtres avant les autres ». Leur poids dans la vie politique est nul, et même s'ils ont présenté 29 candidatures au cantonal, dont 14 à Nice, les résultats sont décevants comme le reconnaît Philippe Vardon en personne lors du Conseil fédéral des identitaires à Paris le 16 avril 2011. Dans le même discours, il affirme que les identitaires ne sont pas faits pour le jeu politique, mais plutôt pour l'agitation, la propagande, le travail de rue, le contact. À ce niveau-là, il n'a pas tort, car ces militants n'hésitent pas à agresser des Noirs, des Arabes ou des militants de gauche, comme le 9 avril à Lyon après la manifestation antifasciste, où une quinzaine d'identitaires sortis du local La Traboule, armés de battes de baseball et chaînes, ont lynché 2 militants antifascistes. La spécificité de ce groupuscule, qui essaie de faire de la politique, est qu'il focalise son activité militante sur des petites actions coup de poing pour créer le buzz et se faire connaître. Il profite du chahut né de ce type d'action pour rentabiliser au maximum ses forces et boucle cette stratégie par une omniprésence sur Internet. Parmi ces actions des dernières années, on peut citer les soupes identitaires, soupes aux cochons distribuées par les identitaires à Paris, Strasbourg, Nice ou Bordeaux, l'invasion du Quick de Villeurbanne, les apéros saucissons pinard, les assises sur l'islamisation ou la marche des cochons à Lyon. Ce qui fait le succès des identitaires, si l'on peut l'appeler comme ça, c'est le renouvellement d'un imaginaire d'essence fasciste sauce 21e siècle. Ils ont réalisé une mutation à l'italienne, l'emballage a été modifié, ils se sont réinventés une identité visuelle et culturelle, mais le fond reste le même. Ce renouvellement de la forme et de l'apparence s'appuie surtout sur le modèle italien. En France,
Ils sont un certain nombre à lorgner sur le modèle néofasciste transalpin et à tenter de ressusciter l'héritage mussolinien à la sauce 3e millénaire en mettant l'accent sur une prétendue action sociale de proximité. Pour porte-drapeau, le mouvement Casa Pound, du nom d'un squat fasciste ouvert en 2007 en plein centre de Rome, copiant ouvertement la réussite des centres sociaux gauchistes. Piazza Vittorio, quartier populaire de Rome. C'est ici, non loin des magasins asiatiques, que le drapeau de la Casa Pound a été hissé. En 2003, l'extrême droite décide d'occuper cette maison abandonnée. Une vingtaine de familles vivent désormais ici, toutes italiennes de souche. Depuis, la Casa Pound est devenue le centre culturel de l'extrême droite romaine, le centre des fascistes du 3e millénaire, comme ils se sont baptisés eux-mêmes. Simone est là depuis le début. Casa Pound a changé la perception que les gens avaient du fascisme. Aujourd'hui, on appartient complètement à la ville. Même les antifascistes qui voudraient encore fermer la Casa Pound ne sont plus très nombreux. On est parfaitement intégré culturellement dans le quartier et dans la ville. Quand les gens voient les affiches de Casa Pound, ça ne pose pas de problème. Même si elles comportent des symboles fascistes ou s'il y a fascisme inscrit dessus. Un langage visuel résolument choquant qui cible surtout les moins de 35 ans. On a importé le fascisme dans ce millénaire en le modernisant un peu et en l'adaptant à la société actuelle. Et on a fait la même chose concernant notre graphisme. On s'est inspiré de graphismes plutôt futuristes et on a essayé de les transposer dans le présent et de les réactualiser. La librairie de la Casa Pound se situe à quelques pas de là. On y trouve la nourriture idéologique dont se gavent les fascistes du 3e millénaire. Les t-shirts de la Casa Pound côtoient Mein Kampf et des ouvrages sur Che Guevara. Autre lieu appartenant à la Casa Pound, le Circolo Futurista. Même l'effigie des Beatles est détournée et les gars de Liverpool sont convertis au fascisme. Turbodynamisme, c'est ainsi que les fascistes ont baptisé leur conception de l'art du futurisme. L'admiration du fascisme exposée au grand jour. La Casa Pound se veut moderne, elle prône le dialogue plutôt que la confrontation, un fascisme bon teint qui fait mouche. Aujourd'hui, le drapeau de la Casa Pound flotte dans 14 autres villes italiennes et le mouvement pourrait bien s'amplifier. De 3e voie à Blood and Honor en passant par les nationalistes autonomes. Parmi le reste des groupuscules d'extrême droite, nous aborderons 3e voie de Serge Ayoub, l'organisation Blood and Honor et les nationalistes autonomes. Commençons par 3e voie. 3e voie, ou Mouvement des travailleurs français pour une avant-garde solidariste, est la dernière folie de Serge Ayoub, ex-chef d'un groupe naziskin, les Jeunesses nationalistes révolutionnaires, JNR, et du GUD, groupe Union Défense. Entre mouvement syndical et parti politique, 3e voie se présente comme un réseau syndical national révolutionnaire. Anticapitaliste et anticommuniste, 3e voie joue avec des discours et des codes empruntés au syndicalisme révolutionnaire, cite Marx et Jaurès, et mêle à une imagerie nationaliste le constructivisme soviétique. Ayoub veut investir le champ syndical avec ce discours syndicaliste révolutionnaire sorélien, ici teinté de national-syndicalisme phalangiste, et pour cela il veut développer les bases autonomes, à l'image des néofascistes romains de Casa Pound. Il a déjà ouvert une de ces bases autonomes à Paris, le Local, qui est devenu un point de rendez-vous de toute l'extrême droite radicale parisienne. Politiquement, son discours est assez pauvre et superficiel, mais grâce à ses contacts dans les milieux d'extrême droite, il pourrait rassembler un certain nombre de groupes et d'individus jusqu'à présent peu politisés, comme les néo-nazis de Lyon, Dissident ou du Front Comtois. D'ailleurs, depuis la création de 3e voie, Batskin a donné plusieurs conférences un peu partout en France, à Montbéliard par exemple,
et a développé des contacts avec les nazis lyonnais. Après troisième voie, faisons le point sur les néo-nazis du Bunker Corps Lyon, Blood and Honor. Pour faire simple, à Lyon, le mouvement nazi s'organise autour du groupe de rack Match Retour. Ses membres gèrent l'association Rock and Goons et organisent des concerts de rack dans le local néo-nazi du 7e arrondissement. Le local sert de lieu de rencontre des néo-nazis, hooligans interdits de stade, qui regardent les matchs de l'OL dans le local. Les néo-nazis lyonnais comptent parmi leurs membres plusieurs néo-nazis de Blood and Honor, réseau de promotion de musique néo-nazie qui regroupe les boneheads les plus radicaux. C'est donc en toute logique que le BKL essaie aussi d'organiser des concerts avec des groupes de rack européens à Lyon ou en Franche-Comté, où se trouve un groupe néo-nazi assez actif, le Front Comtois. En ce qui concerne la ville de Lyon, le mélange d'identitaires, hooligans et néo-nazis a fait grimper les agressions contre les immigrés, les homosexuels et les militants d'extrême gauche. Pour finir avec les différents groupes de boneheads, nous nous arrêterons sur un phénomène venu de l'Allemagne qui s'étend à d'autres pays européens, les nationalistes autonomes. Ce mouvement néo-nazi s'empare des codes vestimentaires, suite à capuche et cagoule noire, des symboles de l'extrême gauche, plus particulièrement des Black Blocs, défilant derrière des banderoles dénonçant le capitalisme ou l'impérialisme. Ils ressemblent beaucoup à ceux dont ils usurpent les codes pour brouiller les cartes, mais se revendiquent du nationalisme et sont néo-nazis. On retrouve un tel mouvement, sous une forme embryonnaire, dans l'Est et le Nord de la France. Nancy en est la tête de pont. C'est là que ce réseau informel, nommé Nationaliste Autonome Lorrain, avec pour devise Libre, Social, Autonome, se montre le plus agressif. Les nationalistes autonomes lorrains peuvent rassembler une cinquantaine de membres, comme dans le défilé du 9 mai 2010, et essaient d'exporter le concept vers d'autres régions, en Picardie par exemple. Face à ce racisme d'État et à la montée des idées et groupes d'extrême droite, le mouvement antifasciste doit s'organiser pour donner une réponse adaptée aux nouvelles formes de fascisme, racisme et exclusion, afin de montrer qu'une société métisse et égalitaire est toujours possible.